Tout est son. C'est Yaro d'abord, non? Oui. Donc je peux continuer mon Yaré. Yes. Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Omega 103.9 Ouaga, 187 en modulation. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Le son. Au sommaire de cette nouvelle édition, show matinée. Direction générale des moyennes entreprises du centre, des contribuables excédés par la fermeture de guichets et l'absence d'agents récurrents ont manifesté leur mécontentement. Mouvement d'humeur également à la mairie de l'arrondissement 12 et au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Des populations du quartier Garguin protestent contre la vente de leurs parcelles à une société immobilière. Tous les détails dans cette édition. Nous parlerons aussi dans ce journal du rôle des conseillers municipaux avec Marina Traoré, le début d'une série de reportages sur le fonctionnement de la mairie. Retour aujourd'hui sur le génocide des Tutsis au Rwanda, 25 ans après, avec notre invité Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique. Il reviendra après ce journal en fin d'édition sur la commémoration du rôle de la France et le développement du Rwanda depuis 25 ans. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme annoncé en titre, chaude matinée ce lundi à la Direction générale des moyennes entreprises du centre, des contribuables excédés par la fermeture de guichets et l'absence d'agents récurrents ont manifesté leur mécontentement. Mouniaro, vous étiez sur place pour le constat. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévalait? Une centaine de contribuables a manifesté son mécontentement ce matin à la Direction générale des moyennes entreprises du centre 1 et 2, excédés de ne pas pouvoir payer ni déclarer leurs impôts. Ils voulaient des explications sur le dysfonctionnement. Est-ce une grève des agents des impôts ou véritablement des problèmes techniques comme le clament les agents? Ils tenaient coûte que coûte à être reçus à ce propos ou à défaut remplir leurs devoirs citoyens. On écoute Aruna Koulibaly, contribuable, un des manifestants. Les gens viennent pour les déclarations. Maintenant, les caissiers ne travaillent pas. On arrive, ils disent non, de passer voir le receveur. Souvent, on passe, le receveur n'est pas là. Or, la date presse. La date limite des dépôts, des UETS et puis de l'IRF, c'est le 10. Aujourd'hui, nous sommes au 8. Si jusqu'à présent, ça ne travaille pas. Après le 10, qu'est-ce qu'on va faire? Les contribuables vont payer la pénalité ou pas? C'est ça le problème. Donc maintenant, ce que nous voulons, qu'ils nous disent si c'est une grève, qu'on puisse savoir qu'effectivement, il y a une grève et qu'il faut revenir à quelle date. C'est tout. Mouni, est-ce qu'un compromis a été trouvé entre les différentes parties? Autour de 11 heures, le directeur des moyennes entreprises a reçu 5 personnes pour les entendre et au bout d'une dizaine de minutes, ils ont rejoint le reste du groupe après avoir présenté ses excuses aux manifestants pour le retard accusé pour les recevoir. Et là, il a prié ceux qui avaient de l'argent liquide d'aller dans n'importe quelle banque et payer. Maintenant, ceux-là qui avaient les documents, ils pouvaient aussi les remettre directement au receveur. Merci. Donc, on va écouter là le directeur. On a rencontré l'un des directeurs qui s'est prononcé. Je tiens à présenter mes excuses à tout le monde. De deux, j'ai fait retirer les 5. C'était pour comprendre. Dans la masse, on ne veut pas comprendre. Donc, on a échangé et j'ai compris votre problème. Tout de suite et maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est comment régler votre problème. Maintenant, la solution qu'on a trouvée, c'est que le receveur vous donne ses comptes, puisque le receveur a un compte dans toutes les banques. Là-bas, on ne parlera pas il n'y a pas réseau, il n'y a pas quoi, non. Et quand nous quittions les lieux, les manifestants avaient commencé les déclarations des documents et ceux-là qui avaient l'argent, qui étaient venus verser l'argent liquide, se redirigeaient dans les banques, comme l'avait indiqué le directeur. Merci à vous, Mouniaro, pour ce constat. Et nous poursuivons cette édition pour parler d'une autre manifestation, cette fois au niveau de la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou, puis du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour une affaire de parcelles. Abdul Fattah Vatim Touré, vous revenez du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement?
Bonjour Daniel, il s'agit d'une manifestation des populations du quartier Garguin dans le secteur 55 de l'arrondissement 12. Ces populations sont dirigées d'abord au niveau de la mairie de l'arrondissement 12 où elles voulaient avoir des précisions par rapport à leur situation au niveau de Garguin parce que l'endroit où ces personnes-là habitent appartiendrait à une entreprise de promotion immobilière et depuis une dizaine d'années, c'est un bras de fer entre l'entreprise et les populations parce que l'entreprise souhaite aménager le terrain et l'utiliser à sa guise alors qu'il y a des centaines voire des milliers de populations de personnes qui habitent là et des démarches ont été entamées avec la mairie pour qu'on puisse trouver un terrain pour reloger ces populations-là, ce qui a été fait effectivement par la mairie de l'arrondissement 12 qui a pu obtenir avec le ministère de l'urbanisme et la mairie de la commune rurale de Komsilga un terrain pour reloger ces personnes-là. Et depuis 2016, depuis l'année dernière, le terrain est acquis, mais l'aménagement traîne et ces populations sont excédées. Mais ce qui a le plus suscité cette marche aujourd'hui, c'est que samedi dernier, d'après les manifestants, il y a plusieurs cargos de gendarmerie qui ont débarqué dans le quartier avec l'entreprise en question qui s'appelle BTM. Et donc, on a donné un avertissement aux populations qui devraient quitter les lieux incessamment parce qu'il y a un déguerpissement imminent. Voilà pourquoi ces populations sont dirigées vers l'arrondissement, vers la mairie qui a expliqué que cela ne dépendait plus d'elle. Finalement, c'est au niveau du ministère de l'urbanisme où ces habitants sont partis. Le ministre Maurice Bonané les a reçus lui-même. Il est descendu les trouver au pied du bâtiment qui abrite le ministère et a donné des engagements selon lesquels des solutions seront trouvées. Il a confirmé que l'espace a été effectivement acquis et que l'aménagement se poursuit. Il y a un premier cabinet qui travaillait là-dessus pour le bornage et qui n'a pas pu effectuer le travail. Un deuxième cabinet est recruté et le travail est en train d'être fait. Il a promis également de prendre attache avec l'entreprise de promotion immobilière pour que des délais puissent être accordés pour que ces populations puissent être relogées et que l'entreprise puisse utiliser son terrain. Merci à vous, Abdel Fattah Tiem Touré, pour ces détails également par rapport à cette manifestation. Tout autre sujet dans la suite de ce journal, tuerie à Yirgou, Arbinda et Zouaga, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER pense qu'il y a complicité de génocide entre les groupes d'autodéfense Koklouéogo et l'État. C'était au cours d'une conférence de presse tenue samedi dernier sur la situation nationale. La CODER a également prôné le retour des exilés politiques au nom de la réconciliation nationale. Des détails avec Denise Nungrana. Durant près de 2 heures de temps, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODEM, à travers ses membres, a fait l'exposé sur la nécessité d'une réconciliation nationale à l'heure actuelle. Pour ce qui est du procès du putsch de septembre 2015, le président de la CODER, Ablassé Ouedraogo, pense que la voie judiciaire n'est pas la bonne. La justice classique a pour but essentiel de prononcer des sanctions après une procédure longue et coûteuse, à l'issue de laquelle il y a toujours des mécontents. Nous avions donc proposé la justice transitionnelle. Plus d'1 an de procès déjà. À la fin, le peuple burkinabé se rendra compte qu'on a dépensé des milliards de francs CFA pour presque rien. Et sur les tueries à Yirgou, Arbinda et Zouaga, la CODER pense qu'il y a complicité de génocide de la part de l'État. Herman Yameogo de l'UNDD. Il y a une convention internationale que le Burkina Faso a ratifiée et qui s'intéresse à la répression du génocide. Nous avons signé cette convention qui met en place la responsabilité des dirigeants lorsqu'il n'y a pas de prévention et de répression du génocide. Or, nous n'avons pas cessé de prévenir contre les Koklouéo. Il y a eu beaucoup de faits de ce genre-là, des massacres de masse. Mais où est-ce que vous avez vu la répression? Il y a même certains magistrats qui disent qu'ils sont saisis de questions comme ça, mais impossible de les traiter. Donc, il y a un blocage. Donc, sur ce deuxième point également, on peut dire qu'il y a matière à invoquer la complicité du génocide. La CODER demande à ce que le président du Faso Roch Kaboré prenne les dispositions qui s'iment pour le retour des exilés, car la paix, la concorde nationale et la cohésion sociale au Burkina passent par leur retour. Engagement politique de la jeune femme, enjeux et défis, un thème autour duquel des femmes burkinabées ont porté leur réflexion hier à Ouagadougou.
Le compte-rendu est de Asma Oudaou. Les femmes venues des 13 régions du Burkina Faso ont répondu à l'appel du réseau des femmes leaders politiques pour qu'ensemble, elles réfléchissent sur la place de la femme dans les sphères décisionnelles, notamment les postes électifs. Elles ont été encouragées à s'engager davantage politiquement. Adeline Kologo est la coordonnatrice des femmes leaders politiques. Nous voyons de nos jours que généralement, c'est les dames qui sortent plus pour voter, c'est les dames qui apportent plus au niveau des politiques, même dans les foyers, partout c'est la femme. Mais au finish, au niveau des responsabilisations, on voit que les femmes ne sont pas tellement représentées. C'est dans cette optique que nous avons créé le réseau, à travers ce réseau de porter nos voix pour nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans qui sont de partout et qui luttent aussi. La députée Isabelle Ouedraogo Zongo a représenté le chef du Parlement, président de la cérémonie. Les gens ont dit que la politique c'est un sac à crabe, mais on s'en sort, puisqu'il y a les hommes dedans. Si les hommes s'en sortent, les femmes aussi peuvent s'en sortir. Il suffit seulement d'un encouragement, il suffit seulement de les amener à prendre conscience, il suffit seulement de les amener à accepter et de savoir qu'elles sont leaders, qu'elles sont capables du tout. Donc moi j'invite les femmes à s'encourager parce que nous sommes dedans, mais nous nous en sortons parce qu'on se bat. L'activité est co-parrainée par le député Abdoulaye Mossé et le ministre de l'Énergie. Bachir Ismaël Ouedraogo plaide pour plus de représentativité des femmes dans les sphères de décision. Je lance un appel à tout le monde, à quelque niveau que ce soit, que nous puissions faire vraiment un effort pour les accompagner et que tous les partis politiques, sans distinction, qu'on puisse faire l'effort de faire de telle sorte que les femmes soient beaucoup plus représentées dans nos sphères de décision. Le réseau des femmes leaders politiques est une jeune structure qui a vu le jour cette année. La rédaction de Radio Méga vous propose une série de reportages sur le fonctionnement de la mairie. Nous débutons aujourd'hui par le rôle que jouent les conseillers municipaux. Suivez cet élément de Marina Traoré. Conseillers municipaux, nous, on ne connaît pas. J'entends parler, mais je ne connais pas. Issa réside dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Comme lui, ils sont nombreux à ignorer le rôle d'un conseiller municipal, censé pourtant les représenter. Célia Sawadogo, résidente à l'arrondissement 3. Sincèrement dit, je ne vois pas. Si certains avouent ouvertement ne pas savoir ce que fait un conseiller municipal, d'autres tentent tant bien que mal de donner une définition. C'est le cas de cet habitant de Samba. Pour moi, le conseiller municipal, c'est celui-là qui donne des conseils aux agents de la mairie. Il travaille même à la mairie. Il donne aussi des conseils au maire pour le bon déroulement de son mandat. Qu'en est-il réellement? Quel rôle joue un conseiller municipal? C'est Christophe Compaoré, conseiller municipal à l'arrondissement 11 de Ouagadougou, qui nous apporte les réponses à nos questions. Selon lui, le conseiller municipal est un acteur de la démocratie locale qui joue plusieurs rôles. Il a un rôle de décideur. Il peut influer lors des projets souvent apportés à l'exécutif au niveau du conseil municipal par son droit au vote. Deuxièmement, il a un pouvoir de contrôle. Lors de la présentation du rapport spécial par le président du conseil municipal, il a un rôle de mobilisateur. Mobilisateur parce que le conseiller doit trouver des stratégies pour permettre à la population d'accompagner les actions de la mairie. Il a un rôle de communicateur. Boukare Ouedraogo est conseiller à l'arrondissement 7, tout en reconnaissant que l'image du conseiller a fortement été ternie par les questions de parcelles. Il précise que le conseiller n'est pas un voleur de parcelles, comme de nombreuses personnes le pensent. De nos jours, les conseillers ont abandonné leur rôle. Ils ne connaissent même plus les attributs d'un conseiller. Ils vont faire autre chose et les gens en profitent pour nous dénigrer. La preuve, lorsque vous posez la question à des gens, ils vous disent que non, le conseiller il est juste là. Lorsqu'il y a des partages de parcelles, il vole pour revendre avec d'autres personnes. Pour la majeure partie de la population, nous sommes des dealers de parcelles. C'est l'interprétation que les gens ont du conseiller, alors que ce n'est pas exact. Ce n'est pas le rôle du conseiller. Ouagadougou compte au total 254 conseillers pour les 12 arrondissements. Omega Sport. Le point de l'actualité sportive avec Bernabé Cabri. Raïmo FC est plus que jamais menacé. Leader provisoire du championnat national, les académiciens de Bama ont été battus ce week-end à Ouagadougou par l'USFA 2-1. Du coup, il possède désormais un point d'avance sur Salitas FC qui a dominé le RCK 1-0 et qui a toujours 2 matchs en retard. L'AS Police, après 2 succès d'affilée en Coupe du Faso et en championnat, a été freiné par l'Asfa Yenenga. Les jaunes et verts gagnent par 2-0. L'Uzo et le Majestic se quittent dos à dos 0-0. Les Faux, quant à elle, s'est largement imposé 5-1
5-1 devant la Chèvre qui se rapproche un peu plus de la deuxième division. L'USCO l'emporte 1-0 chez elle contre le RCB. L'AS Douane domine la SFB sur ses installations 1-0 et score nul 0-0 entre l'AS Sonabel et la SEC de Koudougou. Au classement, premier Ayimo FC 44 points, c'est 1 point de plus que Salitas FC deuxième qui a 2 matchs en moins. Troisième le RCB 39 points, quatrième l'USFA 37 points plus 7, cinquième le RCK 37 points plus 5. Au sixième rang, nous avons le Majestic avec 35 points, septième l'ASFA 34 points, huitième la SEC 33 points et 1 match en retard. L'AS Sonabel est 9e avec 32 points, l'AS Douane 10e 30 points. L'USCO se positionne 11e 29 unités, 12e la SFB 28 points et 1 match en retard, 13e l'étoile filante de Ouagadougou 25 points plus 1, 14e l'USO 25 points moins 12, 15e l'AS Police 21 points et 16e la GEP 18 points. En quart de finale aller de la Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane est allée battre Gor Mahia au Kenya 2-0. Issoufou Dayo a joué toute la partie tandis qu'Alain Traoré était absent pour cause de blessure. À domicile, l'étoile du Sahel a dominé Al Hilal du Soudan 3-1 alors que le CS Sfaxien a été battu 2-1 en Zambie par Nkana FC. L'invité du jour. L'invité du jour. Le génocide des Tutsis au Rwanda 25 ans après, lors de la commémoration ce dimanche, le président Paul Kagame a appelé au pardon mais non à l'oubli. La Belgique a présenté ses excuses par la voix de son premier ministre, estimant que ce génocide fut un échec de la communauté internationale. Une absence remarquée, celle du président français Emmanuel Macron, joint par Élise Kanuel Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, revient sur la commémoration, le rôle de la France et les avancées du Rwanda depuis 25 ans. Bonjour Idriss Fall. Bonjour aux éditeurs de Radio Omega. Paul Kagame est revenu sur l'histoire de ce pays en disant que quand même il faudrait que les survivants apprennent à pardonner, mais pardonner ne veut pas dire oublier. Il en a profité aussi pour lancer une mise en garde très très claire à des pays, et je suppose voisins qu'il n'a pas nommé, pour dire que ceux qui veulent créer des problèmes au Rwanda, en fait, trouveront le Rwanda là où il doit être. Il n'a pas cité de pays, mais on sait que le Burundi n'était pas invité et que l'Ouganda est invité à envoyer son ministre des Affaires étrangères ici. Auparavant, il y a eu aussi des discours très très forts du Premier ministre belge, Louis Michel. Tout le monde a compétit avec ce qui s'est passé dans ce pays. Un peu plus tôt dans la matinée, au mémorial du génocide de Kigali, on a allumé une flamme qui va brûler pendant 100 jours pour symboliser les 100 jours pendant lesquels près de 2 millions de personnes ont été massacrées durant le génocide au Rwanda. Idriss Fall, vous mentionniez à l'instant les pays invités. Parmi les pays invités, il y avait la France, mais le président français Emmanuel Macron a choisi de ne pas faire le déplacement. Il a envoyé un député pour représenter la France. Quelle est votre analyse de ce fait-là? Je crois que la France est dans une position relativement très délicate parce que la France a été accusée de nombreuses fois d'avoir été mêlée, voire d'avoir soutenu ceux qui ont perpétré le génocide. La France a organisé son opération turquoise vers la fin du génocide pour plus ou moins ouvrir les portes à ceux qui ont perpétré le génocide pour aller se réfugier au Zaïre. Donc la France, il y a des choses à se reposer. Ce n'est pas en mettant en place une commission chargée d'aller visiter les archives de l'armée française, ce n'est pas en décrétant une journée où la France a commémoré le 7 avril le génocide. Je crois que la France a beaucoup de choses à dire dans l'avenir et je pense qu'Emmanuel Macron, comme les anciens présidents français, n'ont jamais réussi à dire ce que la France a fait dans ce pays. Il faut dire, Idriss Fall, que 25 ans après, les responsabilités ne sont pas encore clairement situées, notamment par rapport à l'assassinat du président Habyarimana. Je crois qu'après le génocide, il y a eu certains juges brigadiers en France qui avaient sorti l'histoire que, oui, ils avaient retrouvé la boîte noire, mais c'est une histoire maintenant qui fait partie de l'histoire. On a laissé tomber ça, toutes les poursuites qui étaient engagées contre en fait, les responsables rwandais en France, je pense, ont plus ou moins pas été abandonnées, mais même abandonnées si j'ose dire, parce que ce n'est allé nulle part. Il ne faut pas oublier que le génocide du Rwanda, le 7 avril 1994, l'avion qu'on a abattu n'a été que le déclencheur, mais il y avait tous les signaux auparavant, c'est-à-dire que vraiment, c'était quelque chose qui a été préparé, orchestré et bien exécuté. Donc tous les signaux avant, depuis 1959 ici,
la manière dont les Tutsis ont été traités au Rwanda en 1963, il y a eu des massacres, et dans les années 90, avec le début de la rébellion de ces anciens réfugiés qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est de revenir chez eux, dont c'était Paul Kagame qui était un chef rebelle. On avait signé des accords pour partager le pouvoir avec le Habyarimana, et que même le FPR, le Front patriotique rwandais, qui était constitué par les anciens rebelles, avait déjà envoyé un bataillon ici à Kigali pour préparer l'intégration dans l'armée. C'est à ce moment-là où l'avion est tombé. Tout a été très bien préparé, avec le rôle de la radio des Mille Collines, avec le rôle d'un journal qui s'appelait Ngangura, qui appelait simplement à exécuter, supprimer les Tutsis de ce pays. C'est pourquoi je pense que les effets ont été ravageurs pour ce pays. 1 million de personnes tuées en 100 jours. Si on fait le calcul, ça fait 10 000 personnes tuées chaque jour pendant 100 jours. Alors, Idriss Fall, 25 ans après, où en est le Rwanda aujourd'hui? J'ai voyagé dans les 54 pays africains. Ce que j'ai vu sur le Rwanda comme réalisation, je l'ai vu dans ce que des 54 pays africains. Toutes les routes sont goudronnées, toutes les routes sont illuminées. En tout cas, il y a un travail qui est palpable, visible ici, qu'on le veuille ou non. Et que le Kigali, je me suis baladé partout, je n'ai pas vu un seul policier m'arrêter pour me demander de l'argent. Et pourtant, c'est une pratique courante à Bamako, c'est une pratique courante à Dakar, d'où moi-même je viens. Je pense qu'il y a eu des pas de géants qui ont été réalisés dans ces pays. C'était l'invité de la rédaction. C'est ici que prend fin ce journal dont la mise en onde était assurée par Adama Konaté. Merci de votre aimable attention.